J'avais un programme assez chargé déjà pour aujourd'hui, et puis à la fin de la séance dernière, on m'a demandé de passer des chants. Alors, je m'exécute volontiers, mais alors du coup, mon programme est encore plus chargé. Je vais tout faire pour tenir quand même dans 1 heure, mais j'ai réduit une partie de ce que je voulais vous dire dans la suite. Il se pourrait quand même que je dépasse un peu, donc vous inquiétez pas, si vous avez besoin de partir, je ne serai pas choqué de vous voir partir avant la fin. Donc, pour commencer, donc on va parler pas seulement des extinctions, ce serait un peu désespérant, mais on va en parler entre autres. Mais on va parler d'abord ça va nous amener à cette question des extinctions, des modes de reproduction bizarres chez les amphibiens. Mais pour commencer donc, à la demande d'un spectateur de la semaine dernière, on va parler des chants. Alors, j'aurais pu vous passer les chants des grenouilles de France, mais certains d'entre vous les connaissent certainement. Et puis sinon, il y a beaucoup de disques, de cassettes qui les présentent. Alors, je vais vous emmener à l'autre bout du monde, dans l'Himalaya, où j'ai beaucoup travaillé dans les années 70 et où j'avais enregistré beaucoup de grenouilles pour ma thèse. Et donc, on va voir surtout les amphibiens du Népal. Donc, je vais vous présenter 20 espèces, c'est beaucoup, qui, ça va vous montrer à la fois la diversité des animaux et de leur morphologie, de leur couleur et de leurs habitats. Je vais vous dire 2 mots sur leurs habitats. Et puis de leur chant. Vous verrez qu'il n'y a pas le chant du crapaud, le chant de la grenouille, mais qu'il y a toutes sortes de chants chez ces animaux. Et encore, c'est un tout petit échantillon, évidemment, sur les 5000 et quelques de grenouilles qu'on connaît. Commençons par une petite grenouille qui vit dans les sous-bois, qui vit près des torrents, et qui chante perchée dans les branches des buissons, surtout près des torrents et au-dessus des torrents. Peut-être vous pouvez monter le son, que ce soit bien net, merci. Parce que certains sont très faibles. Alors c'est son sac vocal qui est gonflé sous sa gorge qui produit ce son. On a vu ça lors de la première séance. Voici un crapaud qui lui vit dans les villes, dans les villages, à basse altitude dans tout l'Himalaya, qui chante dans les rizières. Cet autre crapaud, c'est le crapaud commun de toute l'Asie du Sud. On le trouve dans toute l'Inde et dans les pays voisins, et notamment dans le sud du Népal et de l'Himalaya, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il est aussi dans les villages, dans les rizières. Vous voyez, ils chantent très différemment du précédent. Ils sont dans les mêmes rizières, mais ils ne peuvent pas se confondre. Ce crapaud-là, il vit au Cachemire, au Ladakh, vers 4000-5000 mètres d'altitude. Il chante au début de la nuit, parce qu'après il fait trop froid. Donc il chante pendant une petite heure, et puis la nuit tombe et il se tait. Enfin, la nuit s'épaissit. On passe maintenant à un animal qui n'a pas de nom en français, c'est les microïlidés. C'est une sorte de tout petits crapauds qui font 2 cm de long, qui vivent dans les rizières, près des villages à altitude moyenne, et qui, malgré sa toute petite taille, a un chant très puissant qu'on entend à plusieurs centaines de mètres. On passe maintenant à des grenouilles vraies, si on veut. Ça, c'est la grenouille commune de toute l'Inde. C'est une grenouille qui est très particulière, qui est très aquatique. Et quand elle est au bord de la mare et qu'on la dérange, elle plonge. Mais au lieu de plonger au fond de la mare, elle fait des ricochets comme un caillou qu'on jetterait sur l'eau. Elle rebondit sur la surface de la mare et elle va atterrir sur la rive opposée. C'est très frustrant pour l'observateur, très énervant.
Voici maintenant une grosse grenouille qu'on trouve aussi dans toute l'Inde et qui est la grenouille tigrine, qui vit aussi près des villages, dans les rizières. D'ailleurs, dans l'enregistrement que je vais vous passer, on entend le village au loin, on entend la radio, on entend des gens qui discutent, parce que les micros avec lesquels on enregistre sont très sensibles. Bon, c'est un enregistrement où on entend ça, mais finalement ça replace ça dans le contexte local. On mange les cuisses de cette grenouille en Europe. Elles sont apportées congelées. Et ça a entraîné une raréfaction de ces grenouilles dans la région de l'Est de l'Inde et une prolifération des crabes dans les rizières, ce qui a amené les gens à répandre du DDT pour lutter contre les crabes, alors qu'il y avait des grenouilles qui faisaient ça. Mais évidemment, comme nous autres, on veut manger des cuisses de grenouilles, voilà ce qui se produit. Alors maintenant, on va voir 4 grenouilles qui se ressemblent, qui étaient toutes confondues. On croyait que c'était la même espèce avant que je travaille là-bas, et qui sont un petit peu différentes morphologiquement, mais surtout, vous allez l'entendre. Alors je vais essayer de ne pas parler cette fois-ci, qui chantent vraiment différemment. Une deuxième espèce du même groupe. Celle-ci est pratiquement, elle est impossible à distinguer de la précédente par la morphologie, mais vous allez voir le chant à la même fréquence dominante. La fréquence, c'est plus ou moins grave ou aigu, mais la durée des notes et des silences est différente, et ça, les grenouilles le reconnaissent. Vous avez noté qu'à la fin, le chant a changé parce qu'elle est énervée, parce qu'il y a une autre grenouille, un autre mâle qui chante pas très loin d'elle, et elle veut lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Voici la quatrième espèce de ce groupe. Alors là, vous allez voir, le chant est complètement différent. Et en fait, la première fois que j'ai entendu, ou en tout cas quelqu'un qui ne serait pas batracologue, on pourrait penser que c'est un insecte en fait qui fait ce chant. Ça, c'est une grenouille d'un groupe voisin qui vit aussi dans les rizières. Maintenant, ce sont des rainettes. Enfin, des rainettes d'Asie qui n'ont rien à voir avec les rainettes de chez nous, mais qui sont également arboricoles. En fait, d'un point de vue évolutif, c'est plus proche des grenouilles que des rainettes, et qui ont un chant particulier.
Alors ça, c'est une grenouille, une rainette du même groupe, voisine du précédent. Alors vous allez entendre deux choses dans l'enregistrement. D'abord, quelques mâles qui démarrent leur chant en début de nuit. Ça, c'est dans un lac en forêt à 2000 mètres d'altitude. Ils commencent à chanter à quelques-uns. Et puis après, il y a une partie qui est prise un moment plus tard, quand tous les mâles, enfin un grand nombre de mâles dans cet étang, chantent ensemble, et ça fait une sorte de clapotement très particulier qu'on peut entendre de très loin dans la forêt. Ça, c'est un autre animal du même groupe, mais ceux-ci sont très petits, ils font 2 cm de long, ils chantent perchés dans les buissons, loin de l'eau, parce qu'ils font partie de ces animaux qui pondent des œufs à développement direct que je vais vous montrer dans la suite de l'exposé. Ils n'ont pas besoin d'eau. Alors maintenant, pour finir, on va entendre 5 espèces qui se reproduisent dans les torrents. C'est un milieu très particulier, c'est de l'eau qui coule, c'est très bruyant, ça fait du bruit. Et les grenouilles qui sont là-dedans pour se faire entendre, c'est pas facile. Donc leur chant doit avoir certaines particularités physiques. Bon, je vous explique pas dans le détail, mais parmi les particularités, le fait que les séquences de notes sont séparées par de longs silences. Donc c'est au moment où la séquence commence ou s'arrête qu'on a des chances de mieux l'entendre. Si elle faisait un chant continu, comme certaines des grenouilles qu'on a entendues, ça se noirait avec le bruit du torrent et on l'entendrait pas. Donc ça, c'est une bête qui vit dans tout l'Himalaya central. Une espèce voisine, plus petite, dont le chant est différent, mais vous avez la même chose, des longues, enfin assez longues pour des grenouilles de séquences de chant, séparées de vraiment longs silences, inhabituels chez les grenouilles. Vous voyez les épines sur le premier doigt et le deuxième doigt qui permet au mâle de s'accrocher à la femelle dans le torrent. Une autre espèce qui vit de 4000 à 5000 mètres dans l'Himalaya central.
Cette espèce, c'est en fait, je suis nostalgique, c'est la première espèce nouvelle que j'ai découverte au pied de l'Annapurna, vers 3000 mètres d'altitude, et que j'ai dédiée à mon maître Jean Rostand. Et pour finir, c'est une grenouille qui vit vers 2000-3000 mètres au Cachemire, dans l'ouest de l'Himalaya. Alors là, je vous demande d'être très attentif parce que son chant est presque inaudible sur le bruit du torrent, mais ça suffit pour que la femelle le trouve. Voilà, alors c'était peut-être un peu long pour certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé que j'abusais de votre patience, mais c'est rien. Si vous aviez enregistré ces pauvres bêtes, pour les quelques secondes que vous attendez, en général c'est 1 ou 2 heures de travail dans la nuit, il faut s'approcher dans l'obscurité, approcher le microphone, attendre que la bête chante, etc. Donc c'est tout un travail. Et ce que j'espère vous avoir montré, c'est qu'il y a une grande diversité aussi dans les chants, comme il y en avait, on l'a vu dans les morphologies, les couleurs, et comme on va le voir maintenant, sur les modes de reproduction. Alors les modes de reproduction des amphibiens, je ne crois pas me tromper en disant que c'est le groupe d'animaux qui a inventé le plus de manières de se reproduire. J'appelle ça le musée fantastique. Et certaines tout à fait invraisemblables, comme vous allez le voir, et certaines qu'on ne connaît certainement pas encore. Alors pour commencer, je vais vous étonner, je vous montre la table périodique des éléments. C'est une des bases de la chimie. Et vous savez que cette table périodique des éléments, on a prévu certains éléments avant de les avoir trouvés, puisque c'est basé sur le nombre d'électrons, de neutrons, de protons, tout ça dans les atomes. Et il y a des lois, il y a des règles qui permettent de déduire l'existence de certains éléments qu'on n'avait pas encore trouvés. On les avait même nommés avant de les trouver. Certaines personnes, y compris parmi les biologistes, s'imaginent qu'on pourrait faire la même chose avec l'évolution. C'est-à-dire qu'il y aurait dans l'évolution des espèces des lois qui permettraient d'être prédictifs et de savoir à l'avance ce qui existe dans la nature. Ce que j'espère vous avoir montré et que je vais encore souligner aujourd'hui, c'est que ce n'est pas possible parce que l'inventivité de la vie est imprévisible. Et vous pouvez avoir des groupes d'animaux où ils sont tous pareils à 99%, puis il y en a un au milieu, mais de manière que nous ne pouvons pas comprendre, est complètement différent. Donc c'est pas parce que vous en connaissez 99% que vous les connaissez tous. Et à chaque fois que j'entends parler de la grenouille, ou de la drosophile, ou du je ne sais quoi, du chat, ou de je ne sais quoi, ça me hérisse, parce qu'on ne peut généraliser à aucune espèce vivante ce qu'on a observé sur une autre. On peut généraliser jusqu'à un certain point, mais on risque toujours de se tromper, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et en fait, la leçon que j'essaie de faire passer à travers ça, c'est que la seule manière de connaître la nature, si on s'intéresse à la nature, ce n'est pas de faire des modèles, de dégager des lois, évidemment c'est intéressant de le faire, mais c'est d'aller dans la nature et de l'étudier. Je vous ai montré la première semaine que les grenouilles, habituellement, de chez nous, pondent des œufs dans l'eau, d'où sortent des têtards. C'est la manière dont tout le monde pense que les grenouilles se reproduisent. Elles pondent des œufs, le tétard se développe, il se métamorphose. Bon,
Ces dernières, enfin depuis longtemps, on sait qu'il y a des exceptions. Puis ces dernières décennies, on a découvert que ces exceptions sont tellement nombreuses qu'on va finir par se demander un jour si elles vont pas être plus nombreuses que les cas qui ressemblent à ça. Et je vais vous en montrer seulement un petit échantillon parce qu'on pourrait y passer des heures. Bon, tout d'abord, il y a des grenouilles qui, au lieu de laisser leurs œufs et leurs têtards dans la rivière, par exemple là c'est au bord d'une rivière en Guyane, où les poissons, les écrevisses, les crabes pourraient les manger, elles leur font des petits nids. Elles creusent un endroit au bord de la rivière dans lequel elles pondent les œufs. Les têtards, là, ne sont pas soumis à la prédation des poissons. Il y en a d'autres qui vont pondre leurs œufs comme ça, par exemple, dans des petits trous dans les arbres ou dans les plantes, les broméliacées, etc., où elles seront également dépourvues de prédateurs, disons, habituels pour les grenouilles dans les mares. Beaucoup de grenouilles pondent leurs œufs pas du tout dans l'eau, mais à terre, soit sur des rochers, soit sur des plantes, souvent au-dessus de l'eau. Enfin, quand je dis au-dessus de l'eau, qui vont se retrouver au-dessus de l'eau, parce qu'un certain nombre d'entre elles pondent juste avant les pluies, avant même, par exemple, que la mare soit remplie d'eau. C'est-à-dire, elles vont se mettre au-dessus de ce qui va être une mare, elles pondent leurs œufs dans la végétation, et le temps que ces œufs se développent et que les têtards tombent dans l'eau, il aura plu et il y aura de l'eau dans la mare. Alors vous me direz comment elles savent qu'il y a la mare en dessous, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de grenouilles dans le monde entier qui font ça. Et certaines qu'on trouve alors que les œufs sont encore assez évolués. C'est-à-dire on les trouve à côté des pontes. Et de là à dire qu'elle les garde, c'est facile, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. On appelle ça de la garde d'œufs. On imagine que la grenouille est là pour protéger ses œufs. En réalité, c'est faux. En tout cas, ça existe peut-être, mais on n'en a pas la preuve. Par exemple, si sur cette Centrolenella, il y a une fourmi qui arrive et qui commence à manger un œuf, la Centrolenella pourrait très bien manger la fourmi et débarrasser l'œuf. Ben, elle ne va pas le faire. Donc, elle est là à côté, mais pas pour les manger. On pense que dans certains cas, ce qu'elle fait, par exemple, c'est qu'elle urine de temps en temps, et que son urine, à la fois, humidifie les œufs pour éviter qu'ils se dessèchent, et amène de l'acidité qui détruit certaines bactéries, certains champignons qui peuvent se déposer sur les œufs. Mais finalement, tout ça, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont à côté. Et quand les têtards sont bien développés, ça fait un poids comme ça, et ils finissent par tomber en dessous dans la mare, et après ils continuent leur développement comme un têtard normal. Donc voici d'autres exemples de garde des œufs. Voici une qui est en train d'uriner sur ses œufs et de les humidifier. D'autres pondent leurs œufs dans ce qu'on appelle des nids d'écume. Ça ressemble un peu à des œufs à la neige. C'est produit par l'oviduc, par la femelle en fait. Et c'est battu en neige un peu, et les œufs sont à l'intérieur et se développent, et l'adulte peut même rester à côté jusqu'au développement des têtards, comme sur cette photo. Alors il y a des nids d'écume aussi dans plusieurs groupes de grenouilles complètement indépendants, dans différentes régions du monde, et certaines de ces grenouilles, par exemple c'est les chiromantis d'Afrique, ça suscite parfois des engouements, et il y a parfois des tas de mâles et de femelles qui se réunissent ensemble pour faire des œufs battus en neige dans un énorme paquet. Alors il y a des choses un peu plus bizarres. Ça c'est des grenouilles de Guyane, les Philomedisa. Alors c'est un dessin parce qu'il n'y a pas de photo qui montre vraiment le comportement. Et elles replient une feuille, et à l'intérieur de cette feuille repliée, elles vont pondre les œufs. Voici les œufs quand on ouvre cette feuille. Et tout le développement des têtards, enfin le début du développement va se faire à l'intérieur de cet abri. Alors, une grenouille de chez nous, pour une fois, c'est l'alite, le crapaud accoucheur de France, qui pond ses œufs non pas dans l'eau, mais à terre. Et le mâle les enroule autour de ses pattes postérieures. Vous voyez les petits yeux là des têtards à l'intérieur. Une bonne partie du développement se fait dans l'œuf. Et puis quand ils sont prêts, le têtard se rend à la mare et tous les œufs éclosent en même temps. J'ai vu ça une seule fois dans ma vie. Ils éclosent en quelques minutes, tous ensemble. Et ils sont propulsés comme des balles de ping-pong à toute vitesse dans la mare quand ils sont prêts. Et après, ils continuent un développement normal de têtard dans l'eau.
Ça, c'est un alite qui vit aux îles Baléares, qui a été découvert il y a une vingtaine d'années, qui a beaucoup moins d'œufs. Et alors, il y a beaucoup d'autres espèces, surtout dans les tropiques, qui gardent leurs œufs comme ça, par exemple dans des poches dorsales. On appelle ça des poches marsupiales. C'est comme les mammifères marsupiaux. C'est des poches à l'intérieur duquel ils ont les œufs et où le développement peut se faire soit en partie jusqu'au stade tétard qui est émis dans l'eau, soit même jusqu'à la petite grenouille. Voici une gastrothéca avant l'émission de ces bébés, et là voilà, tout est flanqué une fois qu'ils sont sortis. Là, on voit 2 têtards en train de sortir de cette poche ici. Et d'autres espèces transportent les têtards sur leur dos et peuvent même les transporter d'un point d'eau à l'autre. Et là, vous voyez des petites grenouilles toutes formées qui sont encore sur le dos de leur maman. Alors, on ne peut pas parler d'un comportement véritablement de soins parce qu'ils sont passifs. Ils transportent, mais sauf dans quelques cas où ils vont leur apporter de la nourriture. Ça, c'est une de ces grenouilles avec un bébé là qui est sorti de sa poche. Dans cette espèce-là, elle sort sous forme de petite grenouille. Et voilà une maman avec ses bébés. Le pipa, c'est un crapaud qui vit en Amérique du Sud, qui est très grand, comme une assiette, et qui est tout plat, et qui a un mode de reproduction avec une danse nuptiale très compliquée, à l'issue de laquelle les œufs sont pondus par la femelle, fécondés par le mâle et rabattus par le mâle sur le dos de la femelle, où il se creuse des petites alvéoles, et c'est dans ces alvéoles que le développement va se produire, aboutissant à de petits pipas, qui vont ensuite partir nager dans la mare. Un autre mode de développement qui est très abondant, c'est les nids à terre, les nids posés sur le sol, sous une pierre, sous une végétation ou dans un trou dans le sol. Alors vous notez que ces œufs sont de grosse taille par rapport à des œufs normaux de grenouille par rapport à la femelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup chargés en réserve. Ils ont du vitellus, du jaune d'œuf, si on veut, qui va servir d'alimentation pour le développement du tétard. Ce tétard ne va pas sortir de l'œuf jusqu'à la métamorphose. Tout son développement va se faire à l'intérieur de cet œuf. Donc il a beaucoup de réserve. Donc il y a moins d'œufs plus gros que chez les grenouilles qui donnent des tétards qui éclosent et qui partent en nageant dans la mare. C'est des animaux, à l'éclosion, on devine un là dans son œuf, c'est entièrement déjà une toute petite grenouille, minuscule. Alors ça, on trouve ça dans différentes régions du monde. Ici, sur celle-ci, par exemple, il y a une dent de l'éclosion, une petite dent au bout du nez qui permet, quand c'est prêt, de percer la gangue de l'œuf pour sortir. Là, on voit les réserves de vitellus. Et certains de ces têtards ont des grosses queues, enfin, ces larves, dans les premiers stades, ont des grosses queues qui sont appliquées sur la paroi de l'œuf et qui servent à échanger de l'oxygène, parce que cet œuf, il doit quand même respirer, et il faut qu'il y ait un moyen pour l'embryon de récupérer l'oxygène. Donc c'est la queue, dans ce cas-là, qui le fait. Ça, c'est un petit crapaud d'Afrique qui pond des œufs dans le sol. Et voilà un embryon d'une de ces... Pas l'embryon, une jeune grenouille juste avant l'éclosion. Voilà des jeunes grenouilles. Donc là, c'est des animaux qui, en fait, bien que ce soit des batraciens, ont un développement, en fait, comparable aux reptiles et aux oiseaux. C'est-à-dire, tout le développement se fait dans l'œuf et il n'y a pas de larves, il n'y a pas de tétard. Donc on est a priori, on n'est pas dans des amphibiens, puisqu'on est directement, ce qui sort de l'œuf, c'est déjà une petite grenouille. Alors, j'ai montré parmi ces grenouilles une qui pond ses œufs dans le sol. C'est un groupe, les Eleutherodactylus, où il y a des centaines d'espèces, bien qu'on l'ait encore divisé en plusieurs groupes récemment, mais malgré tout, il reste des centaines d'espèces. Et on a, je ne sais pas combien on a maintenant, de vrais Eleutherodactylus, peut-être 100 ou 200. Il y en a une, mais une seule, c'est celle-ci, qui ne pond pas ses œufs. Et elle est comme les autres, hein, de point de vue morphologique, tout ça, il n'y a absolument rien de prévisible. Elle ne pond pas ses œufs dans le sol, mais la femelle les garde à l'intérieur de son corps, dans les oviducts. Donc le développement de l'œuf, il est également chargé en vitellus, donc en réserve. Il se fait sans avoir besoin de se nourrir, mais à l'intérieur de la femelle, ce qu'on appelle l'ovoviviparité, ce qui se fait aussi chez les urodèles, chez les salamandres par exemple, etc. Donc là, on est dans un mode de développement fort différent, puisque l'œuf n'est pas livré à la nature, mais il est, si on veut, protégé. En tout cas, il est à l'intérieur de la... Pour manger les œufs, là, il faut manger la maman aussi.
Alors ça, on le retrouve dans plusieurs groupes. Et puis, il y a un petit crapaud, ce petit crapaud qui vit dans l'Afrique de l'Ouest et qui a été découvert par Maxime Lamotte de l'École supérieure de Paris dans les années 40. Et lui, c'est un vrai vivipare, c'est-à-dire comme un mammifère. Les œufs ne sont pas chargés en vitalus, au contraire, c'est des petits œufs, comme chez les autres batraciens qui pondent dans l'eau, mais ces œufs éclosent à l'intérieur de la femelle, et il y a un échange nutritif entre la femelle et la petite grenouille. Et il n'y a que 2 espèces au monde qui font ça, qui font partie d'un groupe où il y a plein d'autres espèces, dont certaines pondent des œufs dans l'eau, d'autres sont ovovivipares, et ces 2 espèces, qui vivent toutes les 2 sur les monts Nimba, sont des vivipares vrais. Les 2 d'ailleurs sont menacés d'extinction parce que les régions où elles vivent sont exploitées. Il y a des mines de cuivre sur ces montagnes. Et bien que ce soit un parc national, ça continue à être exploité, bien entendu. Donc ça, c'est un exemple. C'est ce petit grenouille, ça c'est l'arrière du corps, c'est l'anus, si vous voulez. Ça c'est les 2 cuisses. Et cette bête, évidemment, pour pouvoir se développer dans la femelle, il faut bien que les œufs soient fécondés. Donc dans ce cas-là, je vous avais dit que les grenouilles avaient une fécondation externe, comme les poissons. Ben, c'est pas le cas chez celle-là, parce que évidemment, le mâle, il est obligé de faire pénétrer ses spermatozoïdes dans la femelle. Il n'a pas de pénis, il n'y a pas de pénétration, mais son cloaque est tourné vers le bas, celui de la femelle vers le haut. Quand il est sur le dos de la femelle, il accole son cloaque et les spermatozoïdes pénètrent pour féconder les œufs à l'intérieur. Et voici le développement de cette petite grenouille. Et voici la naissance de cette petite grenouille par le cloaque de la femelle. Mais il y a des choses encore plus bizarres. Ça, c'est une bête qui vit au Chili, dans le sud de l'Amérique du Sud, dans les montagnes, qui a été découvert aussi par un Français, qui a été appelé le rhinoderme de Darwin, et qui, donc, vous voyez, c'est une jolie grenouille au museau pointu, etc. Et elle, le mâle, va garder les œufs. Alors les œufs sont pondus, fécondés par le mâle, et le mâle les prend dans sa bouche et les met à l'intérieur de ses sacs vocaux, ceux qui se gonflent sous la gorge pour produire le son, le chant, ce qu'on a vu. Et c'est à l'intérieur du sac vocal que le développement se fait et aboutit. La photo est mauvaise, je suis désolé. Ça, c'est un papa, c'est pas une maman, là c'est un papa. Et ça, c'est les petites grenouilles avec encore le bout de queue qui sont sortis de ces sacs vocaux. Et puis le cas le plus extraordinaire qu'on connaisse pour le moment, parce qu'on va peut-être en découvrir un autre dans 6 mois, ça a été découvert en Australie, dans cette région, dans l'est de l'Australie, exactement en 1973. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que l'Australie est un pays qui a été colonisé par les Anglais, que les Anglais ont très peu de grenouilles en Angleterre, et que toutes les grenouilles d'Angleterre se reproduisent dans les mares. C'est pour ça que tous les livres pour enfants qui viennent souvent d'Angleterre, on voit les grenouilles posées sur un nénuphar. Donc pour un Anglais, je suis un peu méchant, pour un Anglais, une grenouille, ça vit dans une mare. C'est sur un nénuphar et ça attend qu'on vienne la regarder. Et les Australiens, pendant donc très longtemps, ont étudié les grenouilles comme en Angleterre en allant dans les mares. Et jamais ils n'allaient voir dans les rivières, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de grenouilles dans les rivières. Je suis un peu schématique. Mais pendant longtemps, on disait il n'y a pas de grenouilles dans les rivières. Il a fallu que ce soit un Indonésien qui visite un jour l'Australie, et en 1973, comme lui, il savait pas qu'il n'y avait pas de grenouilles dans les rivières, il a été dans la rivière. Et il a trouvé une grenouille que les Australiens n'avaient jamais vue dans cette rivière-là. Il a trouvé cette grenouille très particulière, qui est entièrement aquatique, qui sort jamais de la rivière et qui vit sous les pierres dans la rivière. Donc il était tout content, il lui a donné un nom, etc. Les Australiens étaient très vexés. Ensuite, ils ont été en ramasser, évidemment. Et puis un soir, il y a un collègue australien qui a mis une femelle comme ça dans un aquarium. Il avait juste une femelle. Alors il s'est dit, elle est grosse, c'est qu'elle est pleine d'œufs, elle va pondre. Donc c'est bien ennuyeux, j'ai pas de mal pour la féconder, mais bon, tant pis, j'ai une femelle. Le lendemain matin, il revient au labo. Qu'est-ce qu'il voit? À côté de la grenouille, il voit une vingtaine d'autres petites grenouilles qui nageaient dans l'eau, toutes petites. Ah, il se dit, bon, alors, c'était pas des œufs qu'elle avait, c'était des petites grenouilles, donc elle est ovovivipare ou vivipare. Les 2 cas que je vous ai montrés. Ou bien encore, c'est comme le rhinoderme, c'est un mâle et pas une femelle, et il les a dans les sacs vocaux. Alors, il savait pas, personne n'avait jamais vu ça. C'était en 77. Là-dessus, il a regardé,
Et les petites grenouilles ne se trouvaient ni dans l'oviducte, ni dans le sac vocal, elles étaient dans l'estomac. Dans l'estomac de cette grenouille, comme on voit sur cette radio, et à l'intérieur de l'estomac, il y a des têtards normaux, comme vous et moi, des têtards avec des branchies, etc. Bon, rien de particulier. Sauf que ces têtards, ils sont à l'intérieur d'un organe qui est fait pour digérer. Donc, il a fallu un moment pour qu'on comprenne ce qui se passait. Cette grenouille, au moment de la reproduction, il s'accouple sous les pierres dans la rivière. Le mâle féconde les œufs, et là, à ce moment-là, la femelle avale 1 ou 2 œufs. Ces 1 ou 2 œufs sont digérés, comme tout le monde, quand on arrive dans un estomac. Et en étant digérant, il libère dans l'estomac une substance mystérieuse qui a pour effet de bloquer le fonctionnement de l'estomac. C'est-à-dire que d'une poche à digérer, ça devient une poche inerte, comme le sac vocal du mâle tout à l'heure, et qui n'a plus comme fonction que d'être un sac. Et à ce moment-là, elle avale les autres têtards, les autres œufs, qui sont tranquilles, et puis quand ils ne sont pas digérés, et quand ils éclosent, ça donne des petits têtards, et ces petits têtards continuent, pendant tout leur développement, à sécréter cette substance. Donc ils bloquent le développement, le fonctionnement de l'estomac. Ça dure à peu près 2 mois, pendant lesquels évidemment la grenouille se nourrit pas, la femelle. Elle est immobile sous une pierre, mais ça c'est pas pour une grenouille, c'est pas bouleversant, parce que les grenouilles, quand elles estivent, quand elles hibernent chez nous, elles peuvent passer des mois sans se nourrir. Elle fait rien, elle est immobile sous une pierre. Et finalement, les petites grenouilles trouvent que c'est bon, ils sont devenus grenouilles, et là ils envoient un message à maman. Faudrait qu'on sorte. Et ce que fait la grenouille, elle les propulse depuis l'estomac dans la bouche, mais comme un vomissement. Et c'est très, très rapide, il s'est projeté très fort. Et une fois que ça arrive dans la bouche, les petites grenouilles sont projetées une par une. La femelle ouvre la bouche et offre le paysage du vaste monde à la petite grenouille pour lui dire, ben voilà, c'est ça le monde qui t'attend, est-ce que ça te plaît ? La petite grenouille a le choix. Si ça lui plaît, elle sort. Si ça lui plaît pas, elle dit je suis pas chaud encore pour sortir. La maman la ravale et la regarde encore un jour ou 2 dans l'estomac avant qu'elle soit prête à sortir. Donc c'est la naissance à la carte qui existe dans aucun autre groupe d'animaux. Et je pense que si on avait ça dans l'espèce humaine, ça éviterait peut-être un certain nombre de traumatismes liés à la naissance, si on avait le choix de dire non, je le sens pas aujourd'hui, j'attends encore un jour ou 2. Et ça, c'est une des rares photos où on voit la petite grenouille dans la bouche au moment où elle est dans la main du chercheur et où la grenouille va sortir. Alors voilà tout ce qu'on trouve dans une femelle. Donc il y a du monde. C'est pour ça qu'elle était bien grasse. Et après les avoir expulsés, vous voyez, on voit l'estomac là, qui est tout vide, qui n'a plus ces petites grenouilles. Alors en fait, cette grenouille, ça a été un must quand elle a été découverte parce que les gastro-entérologues, les gens qui s'occupent de vos maux d'estomac, des ulcères d'estomac, etc., ils n'arrivaient pas, à l'époque, ils n'avaient aucun moyen d'arrêter un estomac d'être un estomac. L'ulcère de l'estomac, c'est l'estomac se digère lui-même. Et un estomac, c'est fait pour digérer, donc voilà, on ne savait pas comment l'arrêter. Donc le gars qui a découvert ça, qui était comme moi un taxinomiste, les gens qui décrivent les grenouilles, qui vont les chercher dans les forêts la nuit, etc., d'un seul coup, il s'est retrouvé avec des millions de dollars de l'industrie pharmaceutique qui lui dit « attendez, là, c'est très très intéressant votre grenouille, on voudrait savoir comment ça marche ». Et il a travaillé sur ces grenouilles et il a réussi à isoler la molécule, qui est une prostaglandine. Bon, c'est une molécule qu'on connaissait, mais on ne savait pas qu'elle avait cette fonction. Et donc, pendant un certain nombre d'années, on a utilisé les prostaglandines pour soigner les ulcères stomacaux. Depuis, on a trouvé autre chose. Mais ça a été un moment important et surtout, on a donné beaucoup d'argent à ce monsieur. Dans la même région, quelques années après la première, on a trouvé une deuxième espèce de ce même genre qui s'appelle les Rheobatrachus. Donc ces 2 espèces avaient la même reproduction. Elles font partie d'un groupe, d'une famille, les Myobatrachidae, qui sont des grenouilles qui vivent dans ce coin-là, qui se reproduisent toutes pas du tout comme ça, qui pondent des œufs dans l'eau d'où ils sortent des têtards. Sans les observer, on ne pouvait pas prévoir ça. Et ces bêtes-là, leur répartition, c'était ça. Je dis c'était ça parce que ces 2 espèces sont éteintes.
elles ont disparu. La dernière a été observée en 1990. Les régions en question, c'était des régions forestières où il y avait une forte exploitation du bois. Et la coupe des forêts a entraîné une modification des régimes hydriques des forêts qui se sont retrouvées, les rivières se sont retrouvées à sec pendant plusieurs années. Comme ces bêtes étaient tout le temps dans l'eau et dans l'eau courante, elles n'ont pas survécu. Évidemment, je peux vous dire qu'ils ont tenté d'en retrouver, ils ont cherché partout. À l'heure qu'il est, depuis 1990, on n'en a jamais retrouvé. Et les quelques-unes qu'on avait en l'élevage n'ont pas pu être maintenues, parce que c'est pas souvent facile de garder longtemps les grenouilles. Donc en fait, l'humanité a disposé d'un créneau d'exactement 17 ans, entre 1973 et 1990, pour savoir qu'il existe par le vaste monde une grenouille capable de faire développer ses têtards dans l'estomac qui a bloqué le fonctionnement gastrique. Je vous reviens à une question qu'on a discutée dans la discussion à la fin de la dernière semaine, qui était la manière dont la science fonctionne dans notre société actuellement. Elle fonctionne de plus en plus sur programme. C'est-à-dire que vous avez des questions et vous devez répondre à ces questions précises. On ne vous dit pas allez voir dans le vaste monde ce qu'il y a, parce que ça c'est trop vague. Donc on vous dit, par exemple, allez me chercher répondre à telle et telle question. Mais il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Imaginez qu'un chercheur, un directeur de laboratoire ait dit à un de ses chercheurs, écoutez, vous allez aller, de par le vaste monde, me trouver un organisme qui a inventé un système pour que l'estomac ne digère plus et pour que le bébé puisse se développer dans l'estomac. Le gars, il serait à Charenton tout de suite. On aurait dit, bon, bah, écoutez, mon vieux, vous faites autre chose que diriger un laboratoire. Mais sauf que la nature l'avait inventé. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, je reviens à ma table des éléments. On ne peut pas prévoir tant qu'on n'a pas observé. Et la seule manière de connaître la nature, c'est de l'observer. Alors, je vais vous en donner 2-3 autres exemples. Ça, c'est une grenouille. Il y a une seule espèce qui vit dans une montagne du sud de l'Afrique du Sud. Elle est dans un groupe de grenouilles tout à fait normal. Elle vit tout le temps dans l'eau, elle est au fond de l'eau, et elle est posée au fond, vous voyez, elle est dans les torrents aussi, elle a une couleur comme ça, on la voit pas sur les rochers au fond de l'eau, et elle est à l'affût, et quand un poisson, un crabe, n'importe quoi passe au-dessus, elle l'attrape par en dessous. Donc elle est au fond de l'eau, et elle regarde le soleil. C'est pas très confortable, elle est éblouie. Mais elle a inventé un système. C'est la seule grenouille au monde qui a ça. Elle a un umbraculum, c'est une structure opaque qui protège la pupille du soleil, ce qui fait qu'elle voit sur les deux côtés, et elle n'est pas éblouie, et surtout, elle ne devient pas aveugle. Ça, c'est une adaptation unique. Bon, il y a d'autres grenouilles qui vivent dans les torrents et qui n'ont pas d'umbraculum et qui s'en sortent très bien, mais elle a inventé ça. Ça, c'est le Telmatobius du lac Titicaca qui a inventé, il y a d'autres grenouilles qui le font, des espèces de replis de peau qui lui permettent de respirer dans l'eau sans avoir besoin de monter à la surface. Et il y a d'autres grenouilles qui ont des systèmes. Par exemple, ça c'est Trichobatrachus du Cameroun qui a des espèces de poils qui permettent de respirer dans l'eau. Ça, c'est une bête qui vit aux Philippines, qui a été découverte en 1940 et qui est très aquatique aussi, mais dans les marais. Bon, très intéressant. On l'a décrit, étudié. Bon, puis on s'en est plus trop occupé. Et en 1983, il y a un chercheur qui a trouvé un exemplaire d'une grenouille qui vivait à Bornéo, c'est pas tout à côté des Philippines, dans une seule région de Bornéo. Il en a trouvé une. Du même genre, bon, il l'a décrite. Alors comme on n'en avait qu'une, on l'a mis bien dans un bocal au British Museum de Londres, et puis voilà, on s'en est pas occupé, jusqu'à il y a 2 ans, où des chercheurs en ont retrouvé quelques-unes. Ils en ont trouvé quelques-unes. C'est une grenouille très bizarre. Vous voyez, elle a même des palmures aux mains. Et comme ils en avaient plusieurs, ils les ont disséquées. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que cette bête qui vit tout le temps dans l'eau, qui ne monte pas à la surface, enfin, elle monte peut-être à la surface, mais qui ne sort pas de l'eau, elle n'a pas de poumons. Mais l'autre, du même genre que j'ai montré avant, des Philippines, a des poumons. Donc, pourtant, vous dites, c'est le même genre, c'est-à-dire elles sont très voisines. Celle-là, elle a perdu les poumons, elle respire uniquement à travers sa peau. Il y a aussi des hirondelles qui font ça dans les torrents. Mais ça, c'est le seul anour, aujourd'hui, qui soit connu pour ne pas avoir de poumons. Ça, c'est imprévisible. Et tant qu'on ne l'a pas disséqué celui-là, on ne pouvait pas le savoir. Donc ça nous amène au fait qu'il y a beaucoup de grenouilles qu'on ne connaît pas. Alors ça, c'est la répartition des grenouilles, des anours, c'est-à-dire des grenouilles, crapauds, etc. Vous voyez, plus c'est foncé, plus il y a d'espèces.
Ça, c'est les urodèles. Je vous ai dit qu'ils vivent surtout dans le nord des continents. Ils viennent juste, si on peut dire, de rentrer en Amérique du Sud. Et puis les gymnophiones, les apodes, dont j'ai parlé la première semaine. Ici, c'est la répartition d'une famille. Alors, on classe les animaux dans les familles, je ne vous explique pas ça, mais ça, c'est une famille qui a une répartition mondiale. D'autres familles ont une répartition aussi quasi mondiale, mais plus restreinte. Et puis, un certain nombre de familles ont des répartitions très limitées. Par exemple, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Eurasie de l'Ouest, l'Australie, Madagascar, ou même, par exemple, uniquement l'île de la Nouvelle-Zélande. Alors, on recueille toutes ces informations, on établit l'arbre du vivant, l'arbre phylogénétique qui a amené à toutes ces espèces, et à partir de ça, on peut faire des hypothèses, non seulement sur l'évolution des grenouilles, mais on peut les confronter avec nos hypothèses ou nos connaissances sur l'histoire de notre planète. Vous savez qu'au départ, il y avait un grand continent qui s'appelait la Pangée, qui s'est divisé en deux. L'Eurasie comportait la future Amérique du Nord, Eurasie et Groenland, et puis le Gondwana qui avait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Arabie, l'Inde, Madagascar, l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Guinée. Et puis ces continents se sont peu à peu séparés, et les grenouilles qui étaient dessus ont suivi. Donc, en suivant l'évolution des grenouilles et leur répartition mondiale, on peut confronter ça à l'histoire des continents et voir si ça colle ou au contraire si ça nous donne des idées nouvelles que la géologie, par exemple, nous avait pas donné. Un peu bizarre de faire de l'histoire de la Terre à partir de la répartition des grenouilles, mais c'est possible. Ça, c'est une grenouille qui a été découverte il y a moins de 10 ans dans le sud de l'Inde par un de mes élèves, en fait, qui m'a apporté ça tout content. C'est bizarre. Elle ressemble à une sorte de cochon. Et ce truc bizarre, au début, moi je lui ai dit c'est bizarre et tout, il faudrait en savoir plus. Et puis après, finalement, il est parti en Belgique et ils ont fait la phylogénie moléculaire de cette bête et ils ont découvert que cette bête, son plus proche parent, si on veut, c'est une famille de grenouilles qui vit uniquement aux Seychelles, qui sont donc des îles entre Madagascar et l'Inde. Donc cette découverte inattendue et imprévue nous a permis d'avoir des hypothèses sur les relations historiques entre l'Afrique et l'Inde et les Seychelles. Différentes hypothèses, évidemment, je ne discute pas ça, mais ça permet juste la découverte d'une espèce comme ça nous ouvre des voies, ce qui fait que cette grenouille, qui est une sorte de chaînon manquant, on l'a appelé le sélacanthe des grenouilles. Donc l'inventaire taxinomique, c'est-à-dire la découverte, la description des espèces qui vivent sur le globe, je vous rappelle, si vous ne savez pas, qu'on connaît environ 1 500 750 000 actuellement d'espèces d'animaux. On connaît presque rien sur les animaux unicellulaires. On connaît environ 300 000 espèces de plantes. La plupart des animaux sont des insectes. Dans les animaux, il y a uniquement 60 000 espèces sur 1 million, maintenant plus de 500 000, qui sont des vertébrés, c'est-à-dire le groupe auquel nous appartenons, ainsi que les amphibiens. Voilà la proportion. En bleu, c'est les insectes. Les coléoptères représentent à peu près un quart des espèces qui vivent sur notre planète. Enfin, ça, c'est ce que nous connaissons. Parce qu'on peut faire des estimations, je ne vous explique pas comment, mais il y a des méthodes qui permettent d'estimer ce qu'on ne connaît pas encore. Et ce qu'on ne connaît pas encore, c'est beaucoup plus important que ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on connaît moins d'1 million d'espèces d'insectes, mais on estime, enfin c'est variable selon les auteurs, mais qu'il y en a peut-être 10 millions ou 50 millions, on n'en sait rien. Les champignons, on ne connaît rien. Et même les vertébrés sur cette figure qui a déjà une vingtaine d'années, c'est faux. Parce qu'on vous dit que les vertébrés, c'est presque entièrement décrit, mais sauf que pour les grenouilles, ce n'est pas le cas. Pour les amphibiens, en fin 2000, on connaissait 5200 espèces d'anours. Et non, ça c'était fin 2000, oui, d'amours et urodèles, avec 90% d'anours, disons. Voilà la progression des découvertes. Vous voyez qu'encore, dans les dernières années, ça a énormément accéléré. Ça, c'est 69, 3300, 84, 4000, 2000, 5200, 2008, 6400. Donc ça augmente plutôt que ça ne diminue, les découvertes. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah merde, j'ai fait ça. Merde. Excusez-moi parce que je suis déjà en retard. Alors là, c'est mauvais.
Comment je fais? Mettre fin au diaporama. Je suis où là? Non, je suis encore trop tôt. Je suis désolé. Ah, merveilleux. Bon, voilà. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Alors, voilà. Ça, c'est les courbes de croissance. Alors, la connaissance, depuis les débuts de la taxinomie qu'on date de 1758, Linné, le début de la description des espèces. Quand on regarde dans l'Amérique du Nord ou en Europe, on voit qu'on est pratiquement arrivé à un plateau, c'est-à-dire qu'on découvre pratiquement plus d'espèces. Mais quand on va en Amérique, Amérique du Nord et Europe, mais en Amérique du Centre et du Sud, en Afrique, en Asie, on est encore dans une phase de croissance qu'on dit exponentielle, c'est-à-dire ça continue à augmenter à toute vitesse. Et même quand on regarde de plus près en Europe, vous voyez, il y a des moments où on croyait être arrivé à des plateaux, et puis ça redémarre. Ça, c'est les grenouilles vertes d'Europe. Je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire des kleptons, ces drôles d'hybrides de grenouilles. Au début, on croyait qu'il y avait très peu de choses, puis finalement, on se rend compte. Et quand il y a des changements de méthode et d'approche, la courbe redémarre. Ça veut dire qu'on est loin de connaître ce qu'il y a encore. Les anourdes, les grenouilles, fin 2000, la moitié des espèces vivaient dans les 10 degrés au sud et au nord de l'équateur. Vous voyez, sinon il y en avait plus dans le nord de la planète, puisqu'il y a plus de terres émergées qui abritent des amphibiens, tout simplement sur cette région. Or, sur ces espèces, 25% à peu près sont connus d'une seule localité ou de 2 localités. Ça veut dire que si on n'avait pas été dans cette localité, cette espèce ne serait pas connue. Ce qui veut dire que c'est extrêmement mauvais. Il n'y a aucune espèce d'oiseau, de mammifère qui soit dans ce cas-là. Toutes les espèces qu'on connaît, après, on les découvre dans plein d'endroits. Donc ça veut dire qu'on est très très proche de ne pas les connaître, ceux-là. Et combien il y en a d'autres? Moi j'estime, voilà, ça c'est la courbe des espèces qu'on connaît d'une seule localité qui va en augmentant. Moi j'estime qu'on ne connaît peut-être pas la moitié ou le quart des espèces d'amphibiens du monde. Ça, c'est un exemple, c'est l'île de Sri Lanka qui se trouve au sud de l'Inde. Ça, c'est les points de récolte. En 1957, on connaissait 32 espèces d'amphibiens dans cette île. En 96, on en connaissait 53. Et après les récoltes que je vous ai dit, on en connaît environ 200. Voilà la courbe de croissance des connaissances des amphibiens de Sri Lanka. C'est quand on s'est mis seulement, là, il y a un gars, un mécène qui a payé, qui a dit, bon, il faut qu'on les connaisse, il a payé des tas d'expéditions. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien. Et voilà, ça c'est simplement des espèces qui n'ont pas encore de nom, qui viennent d'être découvertes ces 10 dernières années à Sri Lanka. Et il faut les étudier, on ne peut pas les décrire en 3 minutes, il faut les étudier. Et ça, c'est la même chose dans le sud de l'Inde, les Western Ghats, qui sont des forêts dans le sud de l'Inde. Donc, en fait, ce que ça nous dit, tout ça, c'est que, ici, vous avez le sélacanthe des grenouilles, il faisait partie d'une équipe de grenouilles que les gens ont découvert là-bas. Quand on sait que Sri Lanka, l'île de Sri Lanka, il y a actuellement 10% de la forêt de ce qu'il y avait il y a un siècle. Il ne reste que 10% de la forêt qui était présente à Sri Lanka il y a un siècle. Et que chaque espèce a une répartition extrêmement limitée. Ces espèces sont souvent des espèces à développement direct. Je vous ai montré tout à l'heure, les Philotus. Chaque espèce ne vit que sur quelques hectares. On peut penser que si on en connaît 200 aujourd'hui, il y en avait 2000 il y a un siècle, et peut-être 10 000 il y a 2 siècles ou 3. Donc on est loin de connaître la biodiversité de notre planète. Est-ce qu'il faut aller à Sri Lanka? Ça se passe dans les Pyrénées. Ces points ici, c'est les points où a été récoltée une grenouille qu'on a décrite dans mon laboratoire en 1993, la Rana pyrénaïca. Il y a une station de recherche à quelques kilomètres la station de Raqqa, à quelques kilomètres d'une de ces localités, et personne n'avait jamais trouvé cette grenouille. Ceux qui l'ont vue ont dû se dire oh ben c'est la grenouille rousse, la Rana temporaria, puisque si on prend un livre, on voit que dans cette région, on a la Rana temporaria. Et comme la plupart des gens n'ont même pas l'idée qu'il peut y avoir une espèce inconnue dans les Pyrénées, depuis, il y a eu encore plusieurs espèces décrites en Europe. Donc il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Le problème, c'est que ça se combine avec des menaces. Voici un article qu'on a publié aussi au Muséum à Paris, où sont décrites plusieurs espèces de ce groupe. En fait, ils l'ont décrit à partir de spécimens qu'ils ont trouvés dans un muséum d'Amérique du Nord. Il y avait des spécimens dans des bocaux, et quand ils ont travaillé sur le groupe de ces grenouilles, ils se sont dit, mais ces espèces-là, on ne les connaît pas.
Donc ils les ont décrites, mais ils ont voulu les connaître mieux. Donc ils se sont dit, ils ont regardé sur l'étiquette, il y avait marqué d'où elles venaient, ils sont retournés sur place, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La forêt avait été coupée, c'est au Honduras, il n'y avait plus de forêt, et la grenouille est éteinte. C'est-à-dire que la grenouille a été ramassée par des chercheurs dans les années 40, conservée par chance dans un muséum d'histoire naturelle, et on peut la connaître, au moins sa morphologie, on ne connaîtra jamais son chant, son ADN ou je ne sais quoi, mais au moins sa morphologie. Et là où elle vivait, il n'y a plus que des plantations de je ne sais quoi. Alors je ne vais quand même pas vous faire passer un message manichéen. Les grenouilles doivent beaucoup à l'homme. Elles existent depuis les dinosaures, elles ont vécu beaucoup de choses et elles ont traversé beaucoup d'époques sans s'éteindre. Ceci parce qu'elles sont remarquablement adaptées. Et notamment, elles exploitent, on en a parlé déjà, des niches écologiques que les autres animaux n'utilisent pas. Les mares temporaires qui s'évaporent et donc où les poissons, par exemple, ne peuvent pas vivre. C'est en prenant ces milieux marginaux qu'elles ont réussi à survivre tout ce temps-là. Mais il leur faut donc de l'eau. Et dans beaucoup d'endroits de la planète, ça c'est l'Himalaya, puisque j'ai beaucoup passé de temps là-bas, j'ai beaucoup de photos, il y a des pentes. Et quand il y a des pentes, l'eau, elle n'existe que dans les cours d'eau. Donc, soit vous êtes une grenouille qui se reproduit dans le torrent, soit vous êtes une grenouille qui se reproduit à terre, comme celle que j'ai montrée, qui n'ont pas besoin d'eau. Parce que sinon, des mares et des étangs, vous n'allez pas en trouver. Donc, beaucoup d'espèces dans les régions montagneuses se reproduisent dans les cours d'eau. Et les cours d'eau ont un autre avantage, c'est que vous voyez, là, ça c'est au Népal, ici c'est des rizières, puis après c'est au-dessus de 1500 mètres, c'est du maïs. Ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les quelques espèces qui vivent dans les rizières. Mais là, le long du torrent, comme ce n'est pas exploitable pour l'agriculture, vous voyez, il reste une végétation autour du torrent, et cette végétation suffit pour que là, autour du torrent, vous avez 10 fois plus d'espèces que tout autour. Mais l'homme, il a fabriqué quelque chose, c'est qu'il a fabriqué des plans d'eau. Il a fabriqué des surfaces planes, même en montagne, là où il n'y en a pas. Il a fait des étangs, il a fait des mares, partout dans le monde. Et ces étangs, ça c'est là que chantaient les raccophores qui faisaient des clapotements tout à l'heure. Et ça, c'est par exemple, c'est un chemin au Népal, où on marche. En période de mousson, il y a de l'eau qui s'accumule un peu. Sur le chemin, ça fait une flaque tout simplement. Cette flaque, là, était pleine, il y avait des centaines de têtards de crapauds parce qu'ils s'étaient dit, c'est bon. Donc, en fait, les batraciens ont bénéficié de l'homme pendant une période. C'est-à-dire en multipliant les plans d'eau horizontales et la surface de l'eau. Par exemple, les rizières, c'est d'énormes surfaces pleines d'eau. Les hommes ont favorisé la répartition de certaines espèces d'amphibiens. Avant, les espèces se reproduisaient soit dans le cours d'eau, soit dans les zones inondées le long des cours d'eau, ce qui n'existe plus de nos jours, où les pauvres cours d'eau sont entre des barrières et n'ont plus le droit de sortir, si ce n'est dans des bassins de rétention. Et il n'y avait pas d'autres points d'eau stables. Ça, c'est un village au pied de l'Annapurna, où vous avez le village ici. Là, il y a le grand fleuve, qui est trop impétueux pour les amphibiens. Et puis, il y a cette petite rivière qui a été faite par les hommes, qui arrive ici et qui irrigue toutes ces cultures. Voilà le plan du village, avec le village au pied de la montagne, et puis toutes ces irrigations. Et tout ça, c'est plein de cette grenouille que j'ai appelée Radin rostandi, qui probablement arrive, avant l'arrivée de l'homme, il y avait une petite population dans les flaques le long du truc, alors que là, il y en a des centaines. Donc, les amphibiens ont bénéficié de l'homme. Ça, c'est à plus de 4000 mètres, à 4500 mètres dans la même région. Ça, c'est un lac, probablement un lac glaciaire naturel. Mais ici, il y a un petit torrent. Et ici, comme il y avait une zone un peu plus plate, les hommes ont fait des cultures. Tout ça, ça a bénéficié, les cultures ont bénéficié aux amphibiens. Donc l'homme a favorisé les amphibiens dans beaucoup d'endroits. Et surtout, pour l'élevage, parce qu'il faut aussi de l'eau pour les amphibiens. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, quand on voit des vaches ou des buffles, on est content, nous autres les batracologues, on se dit, il y a des mares, et ça, les grenouilles vont être contentes. Bon, mais les hommes, malheureusement, on va quitter cette vision un peu idyllique, n'ont pas fait que des choses gentilles. Bon, d'abord, ils les mangent. Mais ça, c'est pas très grave. C'est en Papouasie. Les gens les mangent dans les villages comme ils mangent les insectes, les oiseaux, etc. Mais c'est une consommation locale qui va pas loin et qui n'a pas d'impact sur les populations. Ça devient déjà un peu plus gênant quand il y a un commerce. Ça, c'est un marché au sud de la Chine, au Yunnan, où on vend des graines, des légumes, des poulets, des poissons, des anguilles, des grenouilles. Bon.
Ça, c'est des grenouilles taureaux. C'est la même grenouille taureau qui a été introduite dans l'ouest de la France. Donc, c'est pas très gênant qu'on les mange. Mais on mange aussi les grenouilles locales. Et puis, malheureusement, c'est des photos que j'ai volées sur Internet qui sont très vilaines. J'en ai pas moi-même. Il y a le fameux commerce des cuisses de grenouilles dont je vous ai parlé, puisque nous autres, on est contents de trouver, enfin certains d'entre nous, de trouver des cuisses de grenouilles congelées. Ces bêtes sont généralement découpées vivantes, ce qui, en plus, ça transmet des salmonelloses, tout ça c'est charmant, mais en même temps, voilà, on trouve ça dans les supermarchés, c'est-à-dire une bête qui était avant, autrefois, en France, il y a une tradition de consommation des cuisses de grenouilles au printemps. Quand elles se reproduisent, les gens allaient les pêcher, puis ils les mangeaient sur place. Maintenant, le surgelé, c'est redoutable, ça a permis de développer un commerce mondial, avec des conséquences terribles dans certaines régions où la dépopulation des grenouilles a entraîné, comme je vous l'ai dit, des déséquilibres écologiques. Mais ça encore, c'est pas très grave parce que ça ne concerne, disons, que quelques dizaines d'espèces. Les espèces sont assez grosses pour faire des cuisses assez grosses pour que ça nous intéresse. On va pas manger des cuisses de bêtes qui font 2 mm. Par contre, il y a d'autres manières dont on peut être redoutable pour les amphibiens. Ça, c'est la grenouille taureau d'Amérique du Nord qui a été introduite. Enfin, elle n'a de taureau que le fait qu'elle est un peu grosse et puis enfin, elle est très grosse par rapport aux autres de France et puis qu'elle a une espèce de voix de taureau. Mais elle n'a pas de cornes, par exemple, je vous rassure. Et cette bête-là, elle est dans l'ouest de la France, et partout où elle a été introduite dans le monde, dans certaines îles, par exemple, elle a éradiqué tous les autres amphibiens. Ça mange tout, ça mange même les oiseaux, les rats, etc. Donc les espèces invasives, disons, c'est un facteur de disparition. Ensuite, il y a les routes. Vous savez que ces animaux migrent, on en a parlé, donc pendant leur migration, ils se font écraser la nuit. Sauf si on a fabriqué comme ça un crapaud-duc sous la route, mais enfin c'est très exceptionnel. Mais le plus grave, c'est quand même, enfin pas le plus grave, on verra le plus grave après, mais il y a ensuite la pollution. La pollution des eaux, évidemment dans les zones urbaines, mais ça c'est dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est pas vraiment en zone urbaine. Ça c'est des œufs de grenouilles agiles qui sont morts par l'acidité de l'eau. Ça c'est un crapaud qui est mort dans le même milieu. Et puis le plus grave, mais de loin, c'est, on en a parlé pour Sri Lanka, c'est la déforestation, la disparition des forêts, qui est actuellement de l'ordre d'une surface comparable à celle de l'Irlande chaque année dans le monde, dans les forêts tropicales, que ce soit d'Amérique du Sud, d'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de Nouvelle-Guinée, etc. Et ça, c'est irréversible, parce que toutes les espèces qui vivent dans une forêt, ça c'est au Laos, une fois que ça a été coupé, même si on laissait repousser la forêt, ça ne serait pas la même forêt, et de toute façon, les espèces qui ont été éteintes là-dedans, elles ne reviendront pas. La déforestation a entre autres comme effet que l'eau des mares s'évapore plus vite. Ça, c'est des têtards qui sont morts desséchés. Et puis, je vous donne pas tout le catalogue des horreurs qui arrivent aux amphibiens, mais quelque chose d'important actuellement, c'est une maladie qui est en train de se répandre dans le monde entier, qui entraîne des mortalités considérables chez les grenouilles et qui a été transportée une fois de plus par l'homme à travers ce petit crapaud, le xénope, qui vit normalement en Afrique du Sud, et qu'on a trimballé avec nous, notamment dans les années 60-70, pour faire les tests de grossesse. On injectait de l'urine à une femelle et on voyait si elle pondait ou pas. Ça nous donnait si la femme était enceinte. Et puis, il a servi d'animal de laboratoire pour des tas d'études. Et il avait un champignon avec lui, parasite, qui apparemment, il s'en accommodait en Afrique du Sud. Il avait trouvé un équilibre avec lui. Seulement, il l'a trimballé avec lui dans tous les continents du monde, puisqu'il y en a partout, il y en a même dans le Loir-et-Cher chez nous, etc., dans la nature. Et avec lui, il a amené ce champignon qui se met dans la peau et qui entraîne des mortalités telles que dans certains torrents, par exemple d'Amérique du Sud, j'ai un collègue qui travaillait pendant des années en Amérique du Sud dans certaines montagnes. Il a dit « j'arrête et je me mets aux lézards d'Afrique du Nord parce que je vais là-bas et je reviens avec une dépression parce que je fais des torrents et des torrents et des forêts, il n'y a plus une grenouille ». Et c'est cette maladie. Alors évidemment, si on traite individuellement chaque grenouille, il y a des moyens de les soigner, mais au niveau des populations, ça ne marche pas. Et donc tous ces facteurs réunis, ça aboutit à des extinctions. Alors ça c'est le Rheobatrachus, la grenouille à incubation gastrique. Ça c'est le crapaud rouge de Costa Rica qui est muet et dont les femelles retrouvent les mâles par la couleur. Ça c'est le discoglosse d'Israël. Les discoglosses, il y en avait tout autour de la Méditerranée. Il n'y en a plus maintenant qu'en Espagne, dans le sud de la France et en Afrique du Nord. Ils ont été éradiqués notamment par la désertification créée par l'homme.
Ça, c'est les espèces éteintes. Et actuellement, on estime qu'à peu près un tiers des espèces d'amphibiens sont directement menacées d'extinction dans les années ou décennies qui viennent. Et ceci pour les espèces qu'on connaît, les 6500 qu'on connaît. Les 10, 15, 20 000 qu'on ne connaît pas, on n'en sait rien. Donc actuellement, il y a une sorte de mobilisation autour de ça. En fait, l'an dernier, c'était l'année de la grenouille. C'est plutôt l'année dernière qu'on aurait dû faire cette conférence. Il y a maintenant des initiatives, l'Arche de Noé des grenouilles. Il s'agit de sauver les grenouilles. Bon, ces initiatives sont très sympathiques, mais à mon avis, elles vont être du même ordre que quand on dit on va sauver le tigre, la baleine ou je ne sais pas quel animal emblématique, on va sauver quelques espèces, mais la très grande partie qui disparaît avec la forêt, qui disparaît avec la disparition des zones humides, avec les pollutions, celles-ci on ne pourra même pas les sauver parce qu'on les aura même jamais trouvées encore. Alors ça c'est dans le sud de la Chine, c'est une forêt marquée la rainforest, une forêt tropicale humide. C'est à côté de l'hôtel touriste. Et puis voilà, ça c'est le barbelé derrière lequel il y a un tout petit lopin au milieu de plantations de caoutchouc. Dans les caoutchoucs, il n'y a plus rien. Enfin, il y a quelques espèces qui aiment bien l'homme. Et puis là-dedans, on entend encore chanter quelques philotus. Donc je me dis parfois que nos petits-enfants, ou peut-être même nos enfants, ne connaîtront plus des amphibiens que les quelques-uns qu'on aura dans des aquariums, et ceux qui seront dans des petites enclaves comme ça, ce que je trouve assez triste. Et je vais finir par une boutade. Vous savez qu'actuellement, les scientifiques, alors, entre guillemets, beaucoup de scientifiques, ou certains scientifiques, et les médias sont très 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 excités par la vie dans les autres planètes. Et ça entraîne des budgets considérables. Je pense que si nous autres, les taxonomistes, on pouvait disposer ne serait-ce que de 10% ou 1% peut-être même des budgets qui permettent d'envoyer des fusées pour et tout l'équipement qui à côté, pour payer des salaires, parce que nous, on n'a pas besoin d'équipement, on a besoin de bougres qui vont dans la forêt la nuit avec une lampe frontale qui accepte d'avoir les sangsues, les moustiques et de se mouiller pour voir ces petites bêtes et les découvrir là où elles sont pas, parce qu'aucun appareil peut aller les ramasser à notre place. Moi, je me dis, je trouve bizarre une communauté scientifique qui trouve plus intéressant d'aller chercher une hypothétique vie dans d'hypothétiques exoplanètes qui seront toujours là dans 100 ans ou 200 ans, alors que dans 100 ou 200 ans, probablement la moitié, si ce n'est les 2/3 des espèces vivantes actuellement sur ce globe seront éteintes. Actuellement, la communauté scientifique, quand on parle de biodiversité, elle a deux priorités. La première, c'est on va la sauver. Alors la sauver, c'est ce que j'ai montré, les barbelés, quelques bêtes dans des aquariums ou dans des zoos, quelques bêtes emblématiques qu'on va inscrire sur des listes rouges qu'on n'aura plus le droit de capturer, mais que de toute façon les contrebandiers continueront à capturer. Et puis l'autre chose, c'est la phylogénie, l'étude de l'évolution. Très franchement, entre nous, l'étude de l'évolution, c'est très intéressant, c'est très important. La phylogénie, les relations de parenté, c'est très bien. Mais actuellement, on le fait sur 10% des espèces qui vivent actuellement sur Terre. Vous savez tous que quand on travaille avec 5% ou 10% des informations, sur quoi que ce soit, on risque beaucoup de se tromper. D'ailleurs, en science, on estime en général qu'un taux d'erreur supérieur à 5% n'est pas acceptable. En taxinomie, on a un taux de données manquantes qui est de l'ordre de 90%. Donc à la limite, c'est pas acceptable. Mais je dois dire que ça ne préoccupe personne. C'est-à-dire qu'il y a bien quelques opérations emblématiques. Vous avez entendu parler de Santo, maintenant ça va être Mozambique, Madagascar. Tout ça, ce sont des gouttes d'eau par rapport à ce qu'il faudrait mettre. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait mettre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des dizaines de milliers de gens qui soient recrutés sur des postes pour faire ce travail. Mais ce travail n'intéresse personne. Donc ça, c'est un titre du New York Times que j'aime bien. Il nous montre une petite planète au milieu de la Voie lactée dans laquelle on se demande, y a-t-il de la vie sur cette planète? C'est la nôtre, mais c'est beaucoup moins intéressant que les autres, bien entendu, peut-être parce que ça coûte moins cher en équipement. Je vous remercie et je vous recommande un seul livre en fait qui parle un peu de cette question, si vous parlez l'anglais, c'est les amphibiens menacés du monde, où vous avez tous les chiffres sur ces taux d'extinction dont je vous ai parlé,
qui est paru l'année dernière. Je suis désolé, j'ai dépassé d'1 quart d'heure et je suis à votre disposition pour vous répondre.